Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Il est 8h40, c'est parti pour Esprit Libre avec un binôme ce mardi. D'un côté Anne de Guigné, grand reporter au Figaro, bonjour. Bonjour Charles. Et bonjour Cécile Cornudet. Bonjour. Vous, on vous lit dans les Échos tous les matins. Les Échos qui nous informent d'ailleurs en une de la signature du Mercosur la semaine prochaine. Cette fois-ci, c'est la bonne, il sera signé, il ne peut plus rien se passer. La France laisse entendre que tout est encore faisable et montre aux agriculteurs qu'elle se bat et qu'elle ira jusqu'au bout. En réalité, depuis hier, on sait que l'Italie, finalement, a tourné kazakh et signera pour l'adoption du traité. Donc, et qu'est-ce que ça change, ça, alors ? Ça change qu'on ne peut pas avoir, nous, Français, on n'a pas réussi à constituer de majorité de blocage contre la signature de ce traité. La difficulté, c'est qu'en France, on s'est enfermé dans cette opposition systématique et que maintenant ça va être un drame national en réalité, parce que c'est une sorte de consensus et politique et syndical pour dire ce traité c'est un monstre. En réalité, on n'a pas pris tout le temps nécessaire pour expliquer qu'il y avait aussi des avantages et pour négocier des contreparties pour ceux qui perdaient. Dans cette opposition, on s'est enfermé en fait dans une opposition systématique qui aujourd'hui risque de se retourner contre nous. Dans ce contexte, la France reste tout de même en position de force pour négocier des clauses de sauvegarde ou au moins atténuer les effets du Mercosur. Mais elle en a déjà négocié beaucoup. Et en fait, c'est vrai que, comme disait Cécile, le récit français, c'est vraiment qu'un monstre nous arrive. Mais en réalité, la France négocie vaillamment et beaucoup depuis des mois. Et il y a déjà eu des grandes... Du côté français, la France a obtenu beaucoup. Les clauses de sauvegarde sont très élevées. Grosso modo, pour la France, le sujet, ce sont les bovins et les pièces nobles de boucherie qui concurrencent directement nos éleveurs. Et il y a des clauses de sauvegarde très importantes. Vous savez, les clauses de sauvegarde, c'est de dire que si jamais les volumes augmentent trop rapidement à un moment donné ou l'autre, vous pouvez arrêter les flux. Et les clauses sont très proches. Donc ce qui va arriver, c'est l'équivalent de 99 1000 tonnes. Un steak par Européen et par 1000 tonnes en plus. Ouais. Voilà, c'est un steak par Européen. Donc, franchement, oui, pour cette petite filière de la ULO, c'est quelque chose, la Wallo, mais il ne faut pas non plus se dire que toute l'agriculture française va tomber. Et comme disait Cécile, les avantages sont énormes. On voit quand même les opérations... l'opération de Donald Trump au Venezuela. Bien sûr, oui. L'Amérique du Sud, les Chinois sont aussi très présents. Pour une fois, l'Europe a la chance de signer le premier grand accord de commerce avec cette zone. On voit bien que de tous côtés, comme le monde, voilà, le fameux retour des empires, le monde se durcit. Bien sûr, oui. C'est une portée énorme pour nous, notamment sur les métaux critiques. Et Emmanuel Comte nous a très bien expliqué ce traité tout à l'heure dans Les Voix de l'économie. Je vous conseille son interview à écouter en podcast sur le site radioclassique.fr ou sur l'application. Mais alors, ce que peut négocier la France ne va pas calmer la colère des agriculteurs. Ah non, on est parti pour une vraie explosion agricole, parce que même la FNSEA, qui est pas particulièrement représentée dans les petits agriculteurs, même elle a été embarquée dans le refus du Mercosur. Donc oui, on voit bien déjà que la situation est très fragile avec la dermatose, etc. Mais là, on est parti pour quelque chose de très, 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 très compliqué. Et dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on dit, en fait, ce sujet est pour nous beaucoup plus explosif et dangereux que le budget. Donc, ça va être compliqué. Et signer ce traité avec le Mercosur, c'est se protéger d'une certaine manière des États-Unis. Aujourd'hui, on n'a plus le choix que d'ouvrir nos marchés ailleurs. On voit bien qu'il y a un grand bouleversement des échanges internationaux avec les droits de douane, etc. Si on se prive effectivement de rapports privilégiés avec une zone comme l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'on la laisse à la Chine, par exemple, clairement, c'est vraiment très dommageable. Donc, mais tout ce discours, toute cette pédagogie quand même, on y a intérêt, elle n'a pas du tout été faite. Donc, c'est ça qui nous a enfermés, en fait. Il y a une espèce de solidarité entre les différentes filières qui est impressionnante. Beaucoup de filières y ont intérêt, les spiritueux, le lait, mais c'est vrai qu'ils n'osent pas tellement s'exprimer. Oui, on entend très peu les représentants. Le MEDEF, évidemment, l'industrie a tout à fait intérêt.
quand même, c'est étonnant, la place, les agriculteurs en France, la filière bovine, c'est vraiment quelque chose de très symbolique. On est vraiment dans le symbole. Et personne n'ose élever la voix pour dire, écoutez, je suis désolé, mais pour moi, ce serait merveilleux. Parce que c'est une filière qui va très très mal et effectivement qui est symbolique. C'est le symbole. Ça va être la goutte d'eau supplémentaire. Anne de Guigné et Cécile Cornudet dans Esprit Libre ce matin sur Radio Classique. Il a fini par changer de pied. Emmanuel Macron est revenu sur sa réaction au Conseil des ministres après la méthode employée par les États-Unis pour renverser Nicolas Maduro. Il ne l'avait pas fait dans un premier temps dans son tweet. Pourquoi ce changement ? Alors, lui, il dit que c'est pas un changement de pied, c'est juste que dans un premier temps, il a voulu un partage des rôles avec son ministre des Affaires étrangères, qui s'est insurgé sur la méthode et le respect du droit international, pendant que lui essayait de préparer la suite en pesant sur les conditions démocratiques d'une succession de Maduro au Venezuela. Mais en réalité, il y a eu il s'est trouvé complètement isolé, Emmanuel Macron, et effectivement, en Conseil des ministres, il a fait savoir que il avait dit, mais oui, le droit international, c'est très important. Voilà, c'est presque un aveu de faiblesse. Il n'a pas défendu jusqu'au bout cette position quand même un peu particulière qui était de dire... le départ de Maduro, c'est une bonne chose. Et maintenant, ce qui compte, c'est de préparer une transition démocratique. Mais le faire en Conseil des ministres, par nature, ce sont des propos rapportés. Oui, mais ça, c'est souvent un instrument, le Conseil des ministres, pour faire un mea culpa qui ne se voit pas trop, mais qui existe quand même. Donc, il s'est souvent servi de ce lieu pour faire passer les messages. Sur le cas du Venezuela, Anne de Guigné, vous avez l'impression que l'Europe se trouve dans un rôle de spectateur du monde, une nouvelle fois ? Ah bah oui, ça très clairement. Je pense que l'Europe n'était pas dans les petits papiers de l'opération. Tous les chefs d'État ont découvert comme nous ce qui se passait. Et c'est vrai que là, surtout en plus derrière, vous avez évidemment les affirmations sur le Groenland. Donc, et tous les chefs d'État européens ont quand même eu des réactions qui ressemblent un peu à celles d'Emmanuel Macron. Tout le monde a eu sa déclinaison dans le même temps de dire Maduro était quand même un très sale type, donc tant mieux qu'il parte. Mais ça ne se fait pas tellement de débarquer chez les voisins comme ça. Et on voit bien qu'au-delà de ces réactions qui ont été déclinées dans toutes les capitales et à Bruxelles, depuis, on aurait pu attendre un grand mouvement, dire défense européenne, une réaction forte, mais on reste vraiment dans ces commentaires un peu ennuyés. Il y a eu le Danemark qui a un peu haussé le ton sur le Groenland, mais le Danemark, ils ont commandé encore il y a quelques mois plus d'une douzaine d'F-35 aux États-Unis. Donc la défense européenne reste vraiment un doux rêve. Ce que vous dites là, on peut exactement dire la même chose après les droits de douane, après le Moyen-Orient, après la Russie. Est-ce que finalement l'Europe peut jouer un autre rôle ? En plus, là, on a besoin des États-Unis dans le règlement de la situation en Ukraine. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron, il y a une réunion de la coalition des volontaires aujourd'hui, a essayé de pas trop cibler Donald Trump, parce que s'ils partent du jour au lendemain comme ça, sans accompagner le mouvement qu'essayent d'enclencher les Européens, c'est fini. Mais effectivement, l'Europe donne un spectacle dans la guerre des empires, face à la guerre des empires qui s'est réveillée depuis l'arrivée, vraiment frontalement depuis l'arrivée de Donald Trump, comme si elle comprenait pas ce qui se passait. Et d'ailleurs, pour boucler avec le Mercosur, c'est aussi pour ça que Emmanuel Macron ne sait pas jusqu'où aller dans son bras de fer avec la Commission européenne, parce qu'il pourrait saisir la Cour de justice européenne contre le traité, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est le moment de jouer perso, ou est-ce qu'au contraire, il faut montrer que l'Union européenne sait peser ensemble sur les choix importants? On a l'impression qu'on en est très très loin. On dit qu'il faut jouer perso, pourtant une partie importante de l'électorat en Europe demande moins d'Europe. Donc on va dans la direction inverse, à moins que la France toute seule arriverait à peser. Non, la France toute seule n'arrivera pas à peser. Elle peut peser en Europe pour que l'Europe essaye d'avoir une voie commune, mais là, c'est pas possible, je pense. Anne de Guigné. Oui, les partis populistes de droite demande plutôt moins d'Europe, mais on a moins quand même par exemple, d'euroscepticisme, là, de volonté de sortir de la monnaie, de la monnaie européenne. Ça, quand même, on le voit moins. On avait beaucoup dit avant l'arrivée au pouvoir de Mélanie qu'elle serait extrêmement eurosceptique, que ça allait être très difficile. Elle se relève plutôt un bon élève de la classe. Elle a ce lien avec Trump, mais elle tient informé toujours à Ursula von der Leyen. Elle est plutôt très correcte vis-à-vis de l'Europe. Donc je sais pas s'il y a une envie de moins d'Europe, une envie on voit bien au Parlement, les derniers accords où le PPE, le parti conservateur classique, a voté
quelquefois avec les partis d'extrême droite, on voit bien qu'il y a des influences qui bougent, que sur les sujets d'écologie, de normes. Mais pas sur les questions de défense, par exemple. Non, et sur les questions de défense, là, pour le coup, ça n'a rien à voir, je pense, avec les sensibilités politiques. C'est vraiment que chacun joue sa stratégie nationale. Et il y a aussi une question de temps, parce que pour faire monter en puissance des groupes européens, des coalitions d'industriels, évidemment, ça se fait pas en une année. Et en même temps, là, tous les pays européens veulent se réarmer très rapidement. Donc, il y a eu beaucoup de commandes aux États-Unis, en Corée, en Israël. La Pologne, par exemple, qui s'est massivement réarmée, n'a rien commandé à la France. Ce sont que des armes américaines et coréennes. Mais parce qu'ils voulaient, la Pologne, ils sont très près de la Russie, eux, ils voulaient en 2 ans être prêts. Et donc, ils ont aussi estimé qu'ils n'avaient pas le temps de se lancer dans tous ces grands processus industriels. On peut vraiment, je le regrette beaucoup. Mais on comprend qu'il y a un côté aussi au manque de confiance. Typiquement, la Pologne, dans l'histoire avec la France, il y a quand même eu dans la longue histoire, il y a eu beaucoup de trahisons. Donc, je pense que les Polonais ont un fond de défiance. Ils font plutôt confiance encore plus aux États-Unis. Et puis, il y a ce sujet il faut des armes tout de suite. Qui en a en stock et peut nous les vendre? Je reviens en France et je ne vous apprends rien, mesdames, mais ces prochaines semaines, vous allez beaucoup écrire sur le budget. Le texte revient ce jeudi à l'Assemblée nationale. Passer outre. Et non, je suis désolé. Alors, la situation n'a pas tellement changé. Voilà, donc peut-être que vous pourrez reprendre vos textes de la fin de 2025. Est-ce qu'un compromis est une illusion, plus sérieusement? Je pense qu'un compromis est une illusion. Là, la question a l'air d'être, est-ce que finalement, Sébastien Lecornu accepte de revenir sur son renoncement et de dégainer le fameux 49.3? C'est à lui de revenir sur son renoncement ou c'est au PS de le lui demander PS, de le faire? mezza voce, déjà a renoncé au 49.3. Et en gros, il y a un consensus pour dire on en finit. Et le seul, c'est Sébastien Lecornu, à tenir toujours dans une sorte d'orgueil. C'est vrai que dans tout ce moment, sa seule identité politique qu'il a réussi à construire, c'est l'homme qui arrivait à faire du compromis, qui se passait du 49.3. Il a complètement renoncé à être un homme de droite sur le fond, puisque finalement le budget a été beaucoup socialisé par rapport à ce qu'il avait présenté. Donc si il renonce au 49.3, c'est comme s'il renonçait à tout ce qu'il avait réussi à construire depuis 3 mois. Donc on voit chez lui une grosse réticence, mais il y a une forte pression de l'Élysée maintenant, d'Emmanuel Macron qui veut en finir en janvier et qui pousse à l'usage de cet instrument. Même avis, Anne de Guigné? Oui, moi je pense qu'il va essayer de négocier son 49.3, de dire en amont, écoutez, je mets ça dans le texte, ne votez pas la censure. Je pense que ça va se terminer comme ça, un 49.3 qui sans doute ne le fera pas tomber, parce que derrière, il y a les municipales, personne n'a envie, je pense les députés ont aussi envie d'avancer. Mais il va y avoir un 49.3, sans doute, qui sera très, très négocié en amont. Après, concrètement, ce qu'il faut, grosso modo, c'est 10 milliards d'économies pour retomber sous les fameuses 5% de déficit. Parce que là, on repart du texte du Sénat, qui est à 5,3 et 0,3% du PIB, ça fait à peu près 10 milliards, c'est bien ça. Et 10 milliards sur un budget comme celui de la France, ça se trouve. Il y a différentes pistes. Roland Lescure proposait de remettre la taxation exceptionnelle. Bon, on voit bien qu'elle est déjà moins exceptionnelle sur les grandes entreprises. Pour la 2e année consécutive. Donc ça serait 6 milliards. Vous avez le rapporteur du budget, Philippe Juvin, qui a remis une copie aussi avec pas mal d'économies. Donc comme ça, à la louche, vous faites un mélange des deux, vous arrivez à vos 10 milliards, et puis vague la galère. Oui, mais pour obtenir la non-censure du PS, c'est ça la négociation. Le coût sera de 10 milliards, c'est ça? Pas de 10 milliards, mais en gros, ils essayent d'obtenir encore des éléments sur l'environnement, notamment sur le pouvoir d'achat, qui coûteront. Donc en ce moment, c'est ça la négociation. Combien coûte un 49.3 non censuré? Ce qui bloque aussi, on a l'impression, ce sont les ambitions pour 2027. Ce début d'année nous rappelle que nos discussions budgétaires finalement représentent assez peu, puisqu'on a évoqué le cas du Venezuela, on a parlé de défense européenne. Est-ce que la campagne qui va se jouer toute cette année, puisqu'il y a déjà des candidats déclarés, ne risque pas d'être dépassée par les questions internationales, comme en 2022 avec l'Ukraine ? Il faut que les candidats se mettent sur ces sujets. Et là, ce qui est étonnant, c'est de voir les réactions au coup d'État au Venezuela. Seul Gabriel Attal, finalement, dans les candidats déclarés, a une position très tranchée, très différente des autres et très forte. Adepte de la réelle politique. Édouard Philippe, on l'a pas entendu. Xavier Bertrand, ce matin, a été un peu sur une position proche de celle de Gabriel Attal. On sent que les sujets internationaux vont
vont dominer la campagne et que, comme on n'a que des nouveaux entrants dans la course, on n'a pas de président qui se représente pour le coup, des nouveaux entrants dans la course, c'est un sacré défi pour eux d'être crédibles sur ces sujets. Donc finalement, on va pas tellement parler des retraites. C'était la promesse. Oui, Oui. aussi, je pense. Sans doute aussi. Après, les attentes des Français, ça reste pouvoir d'achat, sécurité, immigration. Donc, les thèmes seront aussi là. Mais sur l'international, ce qui sera compliqué, c'est que là, on a retenu Gabriel Attal, Marine Le Pen aussi, qui a une opposition complètement inverse. Il va leur falloir pour eux simplifier. Et les candidats vont devoir simplifier, prendre des messages. On ne peut pas dire en même temps sur tous les sujets. Et sur des sujets aussi complexes, qui ont des répercussions telles, ça va pas être si simple de trouver l'angle. Gabriel Attal l'a fait très bien, réel politique. Marine Le Pen, à contrario, on n'aurait pas forcément attendu ça. Mais vous voyez, on parle de Marine Le Pen et pas de Jordan Bardella. Je pense que c'est quand même un handicap, cette situation. Et donc, ils ont trouvé leur angle. Et les autres, c'est vrai, sont un peu comme Emmanuel Macron, un peu au milieu du gué. Et ça, dans une campagne, c'est pas possible. On peut pas être au milieu du gué. Il faut se positionner fortement. Et sur les sujets internationaux, c'est pas toujours évident. C'est très dur. Merci Anne de Guigné et Cécile Cornudet dans Esprit Libre ce matin, l'une au Figaro, l'autre aux Échos. Il est 8h56. Dans un instant, vous retrouvez la météo, puis le flash d'information et évidemment Franck Ferrand.